Bonjour ou bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Le week-end dernier et aujourd'hui, c'était Halloween et la Toussaint, donc fête des morts. Est-ce que vous avez ressenti certaines choses? Des petits esprits au passage? Non, c'est une blague. Euh, je vous dis ça parce que on va parler empathie, sensibilité et l'impact que ça a dans les relations. Et je vous disais ça en fait tout simplement pour vous demander ou en tout cas soulever, suggérer le fait que je pense que c'est arrivé à pas mal de monde de un coup avec une situation à un moment donné dans une pièce, peu importe lambda, de ressentir des choses ou tout simplement par exemple d'avoir tout d'un coup une émotion qui nous traverse qui ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on va parler empathie mais surtout sensibilité. Avant de plonger là-dedans, faut que je fasse un peu un rappel et que je pose des bases théoriques pour poser la différence entre, en psychologie en tout cas, ce qu'on appelle empathie, sympathie et compassion, qui sont trois notions différentes mais qu'on a tendance à utiliser de manière synonyme ou interchangeable, alors que, disons techniquement, en tout cas conceptuellement, ce n'est pas la même chose. L'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie, c'est la capacité à ressentir, euh, peu importe à quel niveau d'intensité, l'émotion de l'autre ou à intellectualiser cette émotion. C'est-à-dire, c'est vraiment, vous êtes à côté de quelqu'un, votre ami, quelqu'un de la famille, il est triste ou quoi, vous la ressentez cette émotion. Même quand vous êtes dans une pièce, vous savez, vous sentez, hop, l'ambiance est un peu lourde, ou alors un peu électrique, ou waouh, il y a des bonnes vibes ici. Ou alors, c'est vraiment parce que l'empathie peut s'apprendre, notamment pour, entre autres, les gens qui ont soit des pathologies mentales ou des syndromes qui n'arrivent pas justement à comprendre, on doit dire ça. Et j'ai la sensation que ça arrive avec un problème de neurones miroirs, mais j'en sais rien. Désolée si c'est pas le cas, mais bref, sans aller trop loin. L'empathie, c'est la capacité à ressentir, soit vraiment entre guillemets purement ou intellectuellement, l'émotion de l'autre. La sympathie, c'est différent. Quand vous entrez en sympathie avec quelqu'un, cette fois-ci, il y a une distance émotionnelle. Vous ne vous projetez pas ou vous ne prenez pas l'émotion de l'autre, mais vous décidez normalement on utilise le mot souffrir avec, mais disons de plonger dans sa situation avec, en gardant une distance émotionnelle. Par exemple, un ami à vous qui a des problèmes avec son collègue au travail, ça ne vous évoque rien émotionnellement, mais vous dites, oh là là, mon pauvre, ma pauvre, D'ailleurs, on dit dans le langage, je compatis, mais ce sera plutôt je sympathise avec toi. Je, je, je suis avec toi dans ta douleur, même si je la ressens pas et que ça m'évoque rien émotionnellement. Un troisième palier, ce serait la compassion. Dans un cas, on ressent, dans le cas, on ne ressent pas. Dans la compassion, on décide de souffrir avec, sauf qu'en plus de ça, on va euh, entamer une espèce de démarche de ok, maintenant je vais trouver une solution avec toi. Mettons toujours quelqu'un qui, je sais pas, il a perdu un job, ok, vous pouvez vous mettre à sa place, ressentir sa souffrance, mais en plus de ça, vous dites ok, viens, ensemble, toi et moi, on va, euh, on va publier ton CV sur une annonce, etc. Sur les sites qui embauchent, on va chercher, on va éplucher les offres d'emploi, vous voyez. Là, il y a une démarche de je m'engage avec toi. Et tout ça, ça a trait avec moi en face de quelqu'un qui a une émotion. À quel point, soit je me laisse traverser ou pas, soit je décide de me mettre dans sa posture, ou juste à côté avec, et est-ce que ou pas je franchis le cap de je, je m'engage plus qu'émotionnellement dans mes actes. À partir de là, moi, j'aimerais faire
une remarque pointée sur le fait que, d'après moi, ça sous-tend évidemment la question de la sensibilité. Et pour moi, il y a différents types de sensibilité. Déjà, directement, je vais vous dire qu'on peut être sensible à soi, c'est-à-dire à son monde intérieur. Et là-dedans, on peut être, entre guillemets, normalement sensible ou hypersensible. Et il y a le fait d'être sensible à l'extérieur. Donc du coup, distinction que je fais, on peut être hypersensible et peu empathique. C'est-à-dire que si c'est notre émotion, ça va nous submerger. On va avoir du mal à se sentir autant submergé par les émotions des autres. Et on peut être empathique sans être hypersensible, mais la plupart du temps, je pense que plus on a d'empathie, je rentre pas dans ces débats-là, mais presque innée ou naturelle, ou même apprise, parce que souvent on est conditionné dans l'enfance. C'est un peu le people pleasing en anglais. Plus on est empathique, plus on travaille, on a en soi cette capacité à détecter l'émotion chez les autres. Moi, je pense que c'est très lié à l'hypersensibilité. Voilà. Donc en tout cas, sensibilité en soi, sensibilité au monde extérieur, pour moi, c'est deux choses différentes. En plus de ça, et là, ça sera très tentant pour moi de jeter un pont à la fois en astrologie, par exemple de regarder le signe de sa lune, le signe de, pourquoi pas, Mercure aussi, et surtout Neptune, voire pourquoi pas des choses comme Pluton, etc. Mais bon, je ne le ferai pas, mais d'après moi, ça peut indiquer, là, pas plutôt la sensibilité, mais peut-être plutôt ce qu'on appelle un peu les langages de l'amour, hein, de Gary Chapman. Mais ça, pour le coup, je ne vais pas du tout l'aborder ici. Mais ce qui m'intéresse le plus, et là on y reviendra vraiment au moment où on abordera le Human Design, parce que personnellement quand j'ai appris ça, ça m'a complètement changé la vie, enfin, ouvert d'autres perspectives en matière de sensibilité, de comment ça fonctionne, et surtout d'accepter le fait qu'on n'est pas tous calibrés pareil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginez la sensibilité comme des antennes. Déjà, je pense que des antennes, elles ont au moins deux configurations, c'est tourner vers l'intérieur ou tourner vers l'extérieur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes, et on peut avoir des antennes à différents endroits, et certaines personnes ont des antennes vraiment naturellement tournées vers l'extérieur, ou d'autres naturellement tournées vers l'intérieur. Ce qui fait que, par exemple, mettons que par exemple les antennes émotionnelles, certaines personnes peuvent l'avoir complètement tournée et ouverte vers l'extérieur, mais ils ne savent pas que c'est ouvert vers l'extérieur. Ce qui fait que vous pensez que c'est à vous, et en fait vous captez tout un tas d'informations, comme ce que je vous disais tout à l'heure, vous entrez dans une pièce et tout de suite vous sentez l'ambiance, ou bien votre ami, vous avez rendez-vous, vous croisez, vous vous rendez au café ensemble, il n'a rien besoin de vous dire, il ou elle, et tout d'un coup vous savez, vous vous posez, vous arrivez, vous savez que, je sais pas moi, elle est triste, elle est confuse, elle est en colère, elle est aigrie, ou bien elle est très contente, et c'est même pas, je vais dire, c'est même pas parce que vous l'avez deviné par des signes extérieurs, type expression du visage, intonation, posture, toutes des sortes d'indices qui justement les gens qui ont peu ou qui ont du mal avec l'empathie vont apprendre à lire ces signes-là. Vous le sentez, direct. Vous n'avez même pas besoin de signes extérieurs, vous pouvez juste fermer les yeux, vous savez comment la personne se sent. Et bien, par exemple, ça c'est quand on a les antennes complètement, ce que j'appelle tournées vers l'extérieur. Ça veut pas dire que vous ne les captez pas les vôtres, mais vous avez tendance à mélanger, à prendre comme les vôtres autant des informations d'extérieur que de l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est fondamental de savoir si on est calibré comme ça. Tandis qu'à l'inverse, c'est possible que quelqu'un ait les antennes complètement tournées vers l'intérieur. C'est-à-dire que je reste sur le domaine juste émotionnel. Et bien, quand on est calibré avec les antennes beaucoup plus vers l'intérieur, pour moi, c'est-à-dire que les fluctuations sont très intenses aussi, et on peut être du coup hypersensible.
mais c'est comme si... C'est pas de l'égoïsme en fait, c'est vraiment une affaire de... On est né comme ça. Les personnes vont... Peut-être pour ceux qui ont les antennes tournées vers l'extérieur, on va avoir la sensation que ces personnes-là sont un peu plus égoïstes ou égocentrées ou égocentriques. Mais c'est juste que pour moi, c'est profondément comme une option, un packaging avec lequel la personne est née en fait. On n'a pas les mêmes défis. Et je pense que c'est parce que moi, par exemple, je sais que j'ai les antennes carrément tournées vers l'extérieur. Je pense que quand on a le truc tourné vers l'intérieur, ça doit être aussi très difficile. Parce que tant qu'on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, enfin, bref, ça doit être quelque chose, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a le côté antenne tournée vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et moi, en tout cas, surtout à partir de Human Design, on a des antennes donc aux émotions, mais on peut avoir des antennes plus tournées vers, je sais pas, pour moi, c'est pas de l'émotion. Par exemple, quand quelqu'un est confortable, inconfortable, on peut même sentir s'il y a une espèce de maladie, etc. On peut capter même la façon de penser des gens. On peut capter tout ce qui est en lien, par exemple, ce qu'on appelle le centre de l'identité, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont être un peu caméléons, ils vont se caler sur la personne. Mais encore une fois, on en reparlera vraiment parce que je trouve ça fascinant. Ce sera dans plusieurs semaines, plusieurs mois hein, au niveau du Human Design. Mais tout ça pour dire que les antennes, c'est soit quand quelqu'un par exemple dit je suis une éponge ou pas, c'est la capacité du coup de pouvoir capter l'extérieur ou d'être focalisé uniquement sur son intérieur. Et les antennes, déjà on est tous les mêmes, sauf qu'elles sont tournées ou pas, intérieur et extérieur, et sachant que il est possible que dans votre enfance, eh bien, je sais pas, vous aviez des antennes tournées vers l'intérieur, mais on vous a forcé à aller vers l'extérieur. Sauf que là, dans ce cas-là, on vous a conditionné par la lecture des signaux extérieurs, etc. Mais, enfin, je pense que vous avez compris le principe, mais ce que je voudrais dire par là, c'est que si quelqu'un, par exemple, et c'est surtout dans le sens, mettons, quelqu'un qui est tourné vers l'extérieur, et par exemple, moi, j'ai les antennes tournées vers l'extérieur, émotionnellement. Si je suis avec quelqu'un qui a les antennes tournées vers lui, je sais que quand j'étais jeune, ça m'est beaucoup arrivé, et peut-être que vous pourrez le dire aussi si ça vous est arrivé. Mais je lis naturellement les émotions, les sensations de l'autre, et je pensais que les gens pouvaient en faire de même. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un ne l'a pas de base, lui, en général, j'ai remarqué que c'est des personnes, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est surtout des lunes, par exemple, qui sont dans des signes d'air, etc. En bref, des gens qui ont besoin que vous leur dites. Ils ont besoin que vous signifiez par des mots, par des comportements, comment vous vous sentez, parce qu'ils ne sont pas capables de le percevoir. Vous savez, c'est comme si vous dites à un homme mais pourquoi t'arrives pas à comprendre les douleurs des règles ou de l'enfantement et tout. Ils peuvent pas s'imaginer, ça n'arrivera jamais. Et ce que je voudrais vous dire par là, c'est que comme on a des sensibilités différentes, qui ne sont pas... c'est comme des zones de porte, des zones d'ouverture. On est plus ou moins ouvert, on est plus ou moins perméable à l'autre ou à soi-même. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas calibré de cette manière, dans sa sensibilité, d'agir avec autant d'aisance, avec autant de confort, avec autant d'amplitude que le paramètre qu'il n'est pas. Par contre, on peut apprendre. Mais sachez que c'est un apprentissage qui est un peu... il n'est pas contre nature, mais il demande des efforts. Une fois qu'on sait là où on est plus ou moins perméable, là où on est plus ou moins empathique, donc cette capacité à ressentir l'autre, parce que là, dans ce podcast, et de manière générale dans toute ma chaîne, je m'adresse en grande partie aussi aux personnes qui sont très empathiques, très sensibles, etc., et qui ont du mal à poser leurs limites. Parce que personnellement, c'est aussi comme ça que je suis, donc j'ai eu à le traverser, et j'ai fait beaucoup de recherches, etc., dessus. Beaucoup d'observations aussi, beaucoup d'hypothèses, bref. Mais quelque chose qui est très important pour les personnes qui sont empathiques, et encore une fois, pas juste émotionnellement, on peut être à vraiment différents niveaux, et même pour soi-même,
le, c'est comme le job numéro 1, la priorité, c'est de faire le tri. C'est pour ça que c'est vraiment important, je voulais vraiment en parler, ça me tient vraiment à cœur ces choses-là. C'est par exemple, moi, le fait de savoir que je captais les émotions des autres, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est même pas à moi. Et en fait, je ne sais pas comment vous dire à quel point ça peut soulager de savoir ça, parce que je vous assure, c'est tellement une dépense d'énergie d'avoir à gérer tout ça. Quand on le sait, en fait, ça remet vraiment les choses à la place. Concrètement, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est que vous le sachiez ou pas, de vous faire comme l'exercice suivant, c'est quand vous ressentez, entre autres, une émotion, une sensation, même si vous avez une pensée, parce qu'on peut être très sensible à ça aussi, aux pensées extérieures, des gens qui traînent, là, questions même existentielles, qui traînent dans l'air, de vous poser la question, est-ce que ce truc, est-ce que c'est à moi? Est-ce que ce n'est pas à moi? Déjà, qu'est-ce que c'est? Et si ce n'est pas à moi, à qui c'est? Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Parce que déjà, si vous faites un premier tri de est-ce que c'est à moi, est-ce que ce n'est pas à moi, ça peut vous aider à déculpabiliser et à vous dire ok, ça, je dégage. Parce que il est possible, et ça c'est un peu dans la théorie du human design, que quand vous captez les choses, surtout quand je parle des choses de l'extérieur, que ce soit plus fort que si c'était simplement à vous. C'est-à-dire que si vous captez, je sais pas moi, un malaise de quelqu'un qui a des problèmes d'argent, ça se trouve vous en avez pas, mais vous allez le ressentir tellement fort. Mais si vous ne savez pas que c'est pas à vous, eh bien vous allez penser qu'il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Bien, non. Et là, c'est vraiment une invitation de ma part à vous dire, si vous êtes très empathique comme ça, et pas uniquement dans le domaine de l'émotion, vraiment, je vous invite, je vous encourage, je vous supplie presque, de déculpabiliser. Parce que le problème, quand on ressent autant les choses, c'est qu'on le prend pour soi et c'est désagréable. Bien sûr, si c'est des choses cool, sympas, la question ne va pas se poser, quoi. À part si vous êtes submergé par ça et que vous ne comprenez pas non plus, et que vous préférez être taciturne et sombre, froid. Mais c'est le même principe. Vous avez un truc qui vous arrive et ça n'est pas à vous. Par exemple, vous ne vous expliquez pas pourquoi vous êtes en colère, pourquoi machin. Ça, c'est pas à vous. Donc, là, je tiens à vous dire, si quelque chose vous tombe entre vos mains, dans votre corps, ne le prenez pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas à vous de vous en occuper. Ça n'est pas à vous. Ça n'est pas votre problème. Ça n'est pas votre responsabilité. Parce que le vrai problème, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, le syndrome du sauveur, la personne qui règle tout pour tout le monde. C'est-à-dire que vous voulez tout régler. Et là, je fais un peu référence à ce qu'on appelle le triangle de Karpman, ou le triangle démoniaque, enfin le triangle qui part de 3 positions dans la vie, donc victime, bourreau, sauveur. Donc la théorie qui dit que on est conditionné pour osciller en ces 3 rôles, donc pour jouer soit avec quelqu'un le scénario entre victime et bourreau, entre victime et sauveur, ou entre sauveur et bourreau, ou bien plusieurs. Et c'est un triangle néfaste, toxique, qui nous empêche d'être nous-mêmes, dont le but est d'en sortir. Mais bref, je voudrais parler de la position du sauveur. Le problème, quand on a beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité à l'autre, c'est donc de prendre cette responsabilité. Mettons que vous ressentez que vous êtes avec un ami, avec quelqu'un de la famille, la personne est en colère. Sauf que là, moi, je vous ai dit, vous ressentez que la colère de l'autre. Sauf que dans votre tête, c'est « Ouh là, je suis en colère, tiens, dis donc ». Vous avez
vous êtes en empathie, et en plus vous décidez d'être dans la compassion, c'est-à-dire que, ouf, je vais l'aider. Très souvent, c'est là-dedans que les gens tombent. Eh bien, là j'aimerais vous apporter cet éclairage, et je sais que quand on est empathique, en général il y a un besoin plus ou moins conscient et plus ou moins affirmé de « mais moi j'aime bien aider l'autre ». En général les gens aiment aider, c'est-à-dire aiment apporter un conseil, une présence, des ressources à une personne qui est dans une situation de problématique afin qu'elle soit résolue. Donc la personne va dire « j'aime aider les gens », comme si c'était de la gentillesse. Or, un des trucs que ça cache, c'est le genre de vérité qui fait mal, hein. Même moi quand j'ai fini par comprendre ça, c'est assez douloureux, hein, pour l'ego. C'est qu'au fond, ce rôle de sauveur, qui est un des plus, j'allais dire des plus arrogants, hein, ça c'est la version honnête et transparente, mais qui a l'air le plus stylé en fait, est en fait très égoïste. Pourquoi? Comme je dis, vous ressentez l'émotion de l'autre. Ok, vous ressentez la colère. Le problème, c'est que, en fait, quelle est au moins une des raisons vraiment inconscientes derrière, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à dire non. Vous prenez en charge, vous prenez la responsabilité, la personne et son émotion, parce que, au fond, si vous dites non, il peut se passer plusieurs choses. Soit la personne va être en colère contre vous, soit elle va être un peu triste, ça va être un peu aigrie, soit déçue, ou que vous ne l'aidiez pas. Soit elle peut être tout simplement OK avec vous, mais elle va continuer à être donc l'émotion qu'elle avait à la base, hein, son problème, donc triste, en colère, dégoûtée, ce qu'elle vit elle-même de son côté dans sa vie. Mais vous allez le ressentir. Sauf qu'elle va vous le... Elle ne fait pas exprès, cette personne. Elle va vous le transmettre, en tout cas vous allez le capter, et ça c'est inconfortable. Parce que c'est le genre d'émotion, de situation, de sensation qui, avec lequel on a du mal. On n'aime pas dire ah, c'est inconfortable et je suis là choquée avec ça. Non. On nous apprend soit dans notre société, soit à régler la situation, soit à la nier. Donc soit vous allez dire à votre pote, tais-toi, en fait, je veux pas en parler, parce que sinon vous allez le ressentir. Soit vous allez y aller en mode actif et vous allez vouloir l'aider. Mais donc, si vous comprenez bien ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous ne le faites pas pour la personne. Au fond, vous le faites pour vous. Pour que, dans l'idée que, c'est très inconscient, si cette personne résout son problème, déjà, elle ne va plus ressentir l'émotion négative. En plus de ça, elle va se sentir soulagée. Et ça aussi, ce soulagement, cette notion d'un peu de gratitude, etc., toute cette émotion qui est devenue positive, vous allez aussi le ressentir. Donc vous pouvez le faire un peu dans une double récompense de déjà l'émotion négative sera partie et en plus de ça, vous allez vous prendre comme un shoot de récompense. Inconscient. Et donc c'est très malsain et encore une fois ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose d'assez lourd, d'assez franc, d'assez cru. Et c'est pas quelque chose avec lequel on se réveille en général un matin en disant c'est vrai que j'aide les gens en fait pour moi, quoi. Parce que je suis égoïste au fond. Alors qu'en apparence, le rôle du sauveur, c'est tout l'inverse. C'est en général, les gens vont dire je me sacrifie pour cette personne. Ouh là là, et cette personne va se plaindre, ce sauveur. Moi, je suis toujours en train de me récolter le problème des gens. Ils viennent tous me voir, ils viennent tous en pleurs, en larmes. On me dit mais toi, tu sais bien gérer les solutions. Donc attention, oui, vous avez le sentiment de le sacrifier, mais une partie inconsciente de vous-même le fait quand même pour vous, pour que la personne vous fiche la paix avec son émotion, et aussi en partie pour recevoir le shoot de récompense. Ensuite, attention, hein, je dis pas forcément que tout
ce que je vous dis là, c'est de l'inconscient que je fais monter à la conscience. Et c'est une partie de l'explication du syndrome, de pourquoi on a le syndrome du sauveur. Mais il y a aussi le fait que c'est possible, et en général, il faut remonter à l'enfance, que vous ayez grandi dans un contexte soit social, parce que c'est culturel, les gens agissent comme ça. Comment dire? Quand je dis comme ça, c'est quand on a un problème, on va se plaindre aux autres parce que on attend que les gens le règlent à notre place, et c'est comme culturel. Soit vous allez dans les levels encore plus profonds et vous avez pu grandir dans des sphères, dans des familles toxiques. Mais vraiment, là je parle de manipulation. Donc soit c'est un peu comme à l'extrême ce qu'on appelle les pervers narcissiques et tout, qui sont très doués pour ça. Soit juste, je sais pas, ça peut être quelqu'un, un parent dépressif par exemple. Et c'est pas contre la personne, c'est... Tout ça en général c'est parce que la personne n'arrive pas en fait à gérer sa propre émotion. Si tout le monde gérait ses propres émotions et chacun se disait ça c'est mon problème, etc. Et si même moi je captais les émotions des autres, j'acceptais que ok cette personne est dans l'inconfort, mais j'accepte de ne pas entrer en compassion mais juste en empathie, et ok, je vais pas plus loin. Déjà je vous jure que la société irait mieux, mais bref. Certaines personnes n'ont pas appris, beaucoup de personnes n'ont pas appris à gérer leurs émotions, bref. Et il se peut que vous ayez été en tout cas influencé par beaucoup de gens autour de vous qui vous ont conditionné à vous faire croire que c'était votre rôle, votre mission de régler ça pour elle. Et là, j'aimerais vous dire une des phrases les plus presque odieuses, nauséabondes là, pour moi dans les pièges de manipulation comme ça, et qui sont encore une fois inconscientes. Faites attention, par exemple, quand quelqu'un vous dit « Mais pourquoi tu veux faire ça pour moi? Pourquoi tu veux pas faire ça pour moi, pardon? Pourquoi tu veux pas m'aider? Est-ce que tu m'aimes pas? » Parce que si tu m'aimais, ou par exemple deux parents qui parlent d'un enfant, si tu l'aimais, tu ferais ça. Le si tu l'aimais, si tu m'aimais, si. Il est terrible celui-là, il est terrible. Et je pense que beaucoup de parents l'ont dit aux enfants, mais encore une fois c'est très inconscient. Ah mais si tu m'aimais, tu rangerais ta chambre. Ça soulève plein de choses, hein. Ça me fait penser aussi au livre Cessez d'être gentil, soyez vrai, mais bref. Attention à cette phrase, parce que en tout cas c'est un type de phrase assez classique qui fait que les personnes qui sont très empathiques ou très sensibles tout simplement vont... comment dire? En fait c'est une manière d'instaurer un ressort de culpabilité envers la personne, et la personne va se sentir redevable, donc elle va se sentir obligée, par soi-disant amour, par fidélité, par loyauté, par gentillesse, d'aider l'autre. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle ne l'aime pas, et parce que sinon, ça veut dire qu'elle est méchante et mauvaise, vous voyez. Et en plus, si vous êtes hyper empathique, hyper sensible, c'est insupportable de sentir cette honte, cette misère, cette mésestime de soi. Et bien là, j'aimerais vous dire, ne tombez pas dedans. Si vous aimez quelqu'un, enfin, ça n'a rien à voir avec de l'amour, ça. Et quoi qu'il arrive, ce n'est pas à vous de devoir tout résoudre pour les autres. Vous pouvez choisir, par contre, d'aider les gens. Ça, bien sûr, mais bien sûr, si ça vous fait vraiment plaisir, mais par contre, prenez bien conscience de ce qui se joue réellement. Je sais pas, moi, si c'est votre meilleur ami, votre partenaire, juste un collègue, même vous, évidemment, je ne vous dis pas d'arrêter d'aider les gens. Et évidemment, ça peut être un atout. Je peux pas imaginer, en général, les gens très sensibles, on nous dit mais c'est une plaie, c'est terrible, parce que justement, ça parle d'un problème de limite. Je n'arrive pas à fixer mes limites, je n'arrive pas à dire non, parce que je n'arrive pas à supporter la culpabilité
ou le regard de l'autre ou que j'ai sur moi-même qui est je suis une mauvaise personne parce que je pourrais l'aider. Ne tombez pas dans cette servitude qui est presque de l'esclavage, mais ne vous privez pas non plus quand vous êtes conscient de ça, de vous dire ok, là par contre, je veux bien, là c'est dans mes ressources, c'est dans ma capacité, c'est dans mon temps, c'est dans mes priorités, c'est dans mes envies, je veux bien t'aider. Mais soyez bien sélectif là-dessus. Et avec un petit warning, un petit attention. Pour l'inverse, si vous voulez demander de l'aide, je ne vous dis pas non plus de ne pas demander de l'aide. C'est pas ça du tout. Vous n'êtes pas manipulateur si vous demandez de l'aide. Je fais bien la distinction. Et surtout si, au cas où quelqu'un écoute ça et qu'il est en détresse profonde psychologique, en grande dépression, en situation de deuil, en situation grave, intense, émotionnelle ou quoi, allez chercher de l'aide. Vous ne serez pas manipulateur, c'est pas ce que je dis. Au contraire, prenez la responsabilité de votre émotion pour sortir, pour guérir, etc. Mais en tout cas, je voulais expliquer tout ça pour que vous ayez un certain recul et pour que vous vous posiez les bonnes questions quand une situation se présente d'un côté ou de l'autre. Donc soit quand vous avez votre émotion et que vous voulez la décharger chez quelqu'un d'autre, ou soit que quelqu'un essaye de décharger son émotion sur vous et qu'il essaye de vous donner la responsabilité de résoudre tout ça. Autre chose que j'ai noté par rapport à l'empathie, etc., c'est une espèce de remarque que je me suis faite très récemment. Et pour ça, j'ai besoin de parler un peu d'analyse transactionnelle. Je ne vais pas expliquer du tout en quoi ça consiste. Et d'ailleurs, le triangle de Karpman, c'était plus haut, vient de l'analyse transactionnelle. En gros, c'est une théorie en psychologie qui dit que à chaque fois qu'on entre en interaction avec quelqu'un, on a comme 3 rôles, 3 possibilités à l'intérieur de nous. Et ça influence nos échanges et ça fait que à partir d'un de ces 3 rôles, on joue un scénario et on opère ce qu'on appelle une transaction, d'où l'analyse transactionnelle. Donc c'est très 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 riche comme théorie, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est ce qu'on appelle les 3 états du moi, les 3 rôles dans lesquels vous pouvez entrer quand vous dialoguez avec quelqu'un, quand vous êtes en présence de quelqu'un, etc. Ce sont les suivants. Vous pouvez soit basculer dans le parent intérieur qui se subdivise en, entre autres, parents normatifs, autoritaires. Et là, c'est toute la sphère de vous qui représente il faut que les règles, c'est comme ça. Chez nous, on doit absolument se lever à 8 heures. Le boulot doit être fait jusque-là, etc. Il faut se taire quand on parle, etc. Quand on écoute. L'autre parent qui est en vous, c'est le parent nourricier ou bienveillant. C'est tout à fait un autre parent. C'est celui qui prend soin. Celui par exemple, oh tu t'es fait mal, viens je vais t'appliquer un petit bobo. Tandis que le parent il sera, ah non mais tu t'es encore cassé la figure. C'est un peu le parent qui râle aussi. Sachant que l'ensemble de tous les rôles sont totalement sains, naturels. Ils font partie de vous. Le but n'est pas de les éradiquer, le but est d'en avoir conscience et de savoir quand est-ce qu'il est plus judicieux d'être dans son parent normatif, dans son parent bienveillant ou dans son enfant intérieur ou quoi. Bon, plus rapidement. L'autre rôle, c'est on peut basculer dans l'adulte intérieur, donc parent, adulte ou enfant. L'adulte intérieur, c'est la partie de vous qui est complètement, on va dire, dénuée d'émotions et qui est très logique, très pratique, très pragmatique. Par exemple, c'est elle, mettons soit au boulot, soit à la maison, vous avez une fuite dans l'évier, ok. On sort de l'émotion ou quoi, on sort du jugement. Le jugement, ce serait le parent, par exemple, normatif. L'adulte intérieur en vous, il va dire, ok, comment ça fonctionne? De quoi j'ai besoin? Il y a une fuite, donc est-ce que je peux réparer ça ou pas? Est-ce que j'ai les outils nécessaires? Vous voyez, c'est un rapport assez factuel du monde. Et c'est un peu problème-solution, quoi.
ou au boulot, s'il faut que vous fassiez une réunion, tac, 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 voilà, c'est efficacité. C'est l'adulte intérieur. Le troisième rôle, c'est l'enfant intérieur. Là, c'est tout ce qui va tourner autour de vos émotions, l'expression de votre émotion et votre créativité. Bon, il y a 2, 3, 4 enfants intérieurs. On ne va pas parler du petit professeur ou de l'enfant rebelle, mais il y a ce qui nous intéresse, l'enfant libre. Et la partie enfant libre en chacun d'entre nous, c'est celle qui exprime spontanément, sans aucun filtre, ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut créer. Par exemple, waouh, j'adore ces glaces à chocolat et tout. Oh, j'ai trop envie d'aller voir ce film et tout. Ah ouais, ah non, ça j'aime pas. Tout ça c'est nul, ça pue et tout. Vous voyez, c'est sans filtre. Et c'est votre créativité. L'autre enfant qui nous intéresse, c'est l'enfant dit soumis. Et lui, c'est un peu... il fait un peu opposition aux parents normatifs, c'est-à-dire que c'est celui qui obéit aux règles. C'est pas négatif, hein. On a besoin de cet enfant soumis, par exemple, pour vivre en société ou dans une famille. Ah, la règle dit ça, donc je vais m'adapter. Mais vous voyez, si on n'a pas cet enfant soumis, eh ben, c'est la cacophonie, c'est le chaos, c'est... tout le monde part dans tous les sens. Non, on a besoin de règles et on a besoin que les gens les suivent. Et là, on se place dans l'enfant dit soumis. Bon, si à partir de là c'était clair, on va isoler 4 types. Et vous allez voir le lien que je fais avec tout ce qui est des questions de sensibilité et d'empathie. Je vais isoler le rôle de parent autoritaire ou normatif, celui qui juge, celui qui râle, celui qui dit il faut que. Le parent bienveillant ou nourricier, c'est lui qui vous enveloppe, qui est plutôt tendre, qui prend soin de vous, presque émotionnellement. Ensuite, on va prendre l'enfant soumis, qui obéit, et l'enfant libre, qui exprime ce qu'il veut. Eh bien, et je me demande si avec ça on ne peut pas faire un parallèle avec les langages de l'amour, j'ai l'impression, la sensation que parfois on peut avoir des incompréhensions, des conflits, mais on n'est pas sur... on s'est mal compris, vraiment, on ne parle pas de la même chose. Surtout dans la communication avec les gens, parce que une des 2 transactions principales qui se fait, c'est un scénario entre, par exemple, bon, le troisième, ce serait entre enfants libres. Hein. Toi, t'aimes ça, moi, j'aime pas ça. Et vous voyez, il n'y a pas de jugement, il y a juste, moi, j'exprime ce que je veux, toi, t'exprimes ce que tu veux. Mais les 2 scénarios 2 autres qui m'intéressent, c'est entre parents autoritaires et enfants soumis, et l'autre entre enfants libres et parents nourriciers. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que certaines personnes enclenchent leur processus, leur schéma, leur dialogue presque d'empathie uniquement à la condition de... par exemple, moi je ne suis empathique avec toi, je ne comprends ton émotion que si tu es un parent autoritaire et que je me place en enfant soumis. Autrement dit, si tu ne râles pas en faisant blablabla, je ne peux pas avoir de l'empathie et t'aider en tant qu'enfant soumis parce que je ne sais faire que ça. Ou bien imaginez que quelqu'un qui ne fonctionne que entre enfants libres, quelqu'un qui va râler, c'est le parent normatif, il ne va pas comprendre. Et donc du coup, il ne va pas réagir émotionnellement. Et tout là où je veux en revenir, c'est que je pense... C'est vraiment une piste de réflexion, tout ça, par rapport à votre empathie et par rapport à votre relation avec les gens. C'est que, par exemple, certaines personnes peuvent vous sembler s'en foutre de vous, de votre situation émotionnelle, ou l'inverse, parce qu'ils ont l'habitude qu'en face d'eux, la personne soit râle, soit l'inverse, dise librement son émotion, soit elles ont l'habitude que, je ne sais pas moi, quand elles disent « Ah, j'ai froid, j'ai machin », en face, qu'il y ait quelqu'un qui soit nourricier, donc très doux, très bienveillant. Et vous êtes en mode juger. Vous voyez, elle ne va pas comprendre parce que c'est pas la transaction qu'elle veut, c'est pas le scénario qu'elle veut jouer. Et encore une fois, c'est extrêmement inconscient. Je ne vais pas pousser plus loin parce que je pense que c'est déjà très long. Mais
c'est pour vous dire que on a différentes antennes. On peut être tourné ou pas vers l'intérieur, tourné ou pas vers l'extérieur. Et on peut avoir des scénarios qui font qu'on enclenche ou pas ces antennes. Et on déroule comme un jeu de rôle, d'empathie, de compassion, que si vous êtes dans le rôle A et B et pas A versus C. Et parfois, les personnes vont vous forcer à être, par exemple, en B, alors que vous êtes en C. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais on pourra peut-être développer une autre fois, mais essayez un peu de prêter attention à ça dans vos relations. Essayez de vous dire, mais comment la personne fonctionne? Est-ce qu'elle a des antennes tournées à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'elle a un rôle qu'elle attend de moi? Est-ce qu'elle attend que je sois gentille? Est-ce qu'elle attend que je sois un enfant libre? Et je pense que ça peut être très très intéressant ça, pour justement éclaircir tous les malentendus qu'on peut avoir. Ensuite, avant de terminer, de clôturer cet audio, je voudrais attirer votre attention sur une dernière chose. C'est qu'en général, les personnes très sensibles, et en plus de ça très empathiques, ont de la misère. En plus de ressentir si c'est à vous ou pas à vous, tout simplement de savoir si la personne est bonne pour soi. Donc ça, c'est un autre cran de la sensibilité, c'est un autre cran des limites, mais je sais que c'est un problème chez les personnes qui sont très empathiques. Et là, j'aimerais encore vous inviter à vous poser une autre question, c'est oui, je suis capable de... Ok, maintenant j'ai appris à discerner, est-ce que c'est à moi ou c'est pas à moi? Maintenant, apprenez à discerner et à ôter cette culpabilité de est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est demandé? Est-ce que c'est agréable? Nécessaire? Ou juste, est-ce que ça me fait plaisir? Non pas de venir en aide, mais de proposer mon aide à cette personne. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Et si c'est non, apprenez à assumer votre non et à vous prendre, peu importe la réaction de l'autre, mais c'est votre vie au final. Parce que votre énergie, elle est précieuse. Et parce que les gens, certaines personnes, pas tous, hein, tout le monde n'est pas comme ça, mais certaines personnes n'hésiteront pas à vous demander, voire à vous voler, à vous forcer à ce que vous leur donniez votre temps, vos compétences, votre sensibilité. Et parce que les personnes sensibles, empathiques, la plupart du temps, ont beaucoup d'imagination, d'innovation en matière de trouver des solutions. Donc, certaines personnes n'hésiteront pas à ce qu'on appelle un peu vampiriser, et c'est inconscient peut-être aussi, hein, ou juste qu'ils ont appris à faire ça, mais à vous piquer votre capacité à résoudre des problèmes, ou tout simplement votre présence qui leur fait du bien. Et encore une fois, je vous invite à être capable, et je sais que c'est très dur, parce qu'en général c'est des choses qu'on se travaille depuis qu'on est petit, être capable de dire non. Pour moi, je sais que tu souffres et j'aimerais vraiment profondément t'aider, mais pour moi, ce n'est pas bon, ce n'est pas sain. Si je le fais, le problème c'est que je sacrifie mon bien-être à ton bien-être. Et ça peut être même avec vos meilleurs amis et les membres de votre famille, hein, même vos enfants, vos conjoints, etc. Mais, et je sais que c'est très dur, apprenez à dire non pour vous. Et je vous dirais même d'apprendre tout court à faire le tri des gens qui sont bons ou pas pour vous, même pas dans certains comportements, mais tout court. Mais bref, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais enfin, c'était ce que j'avais à vous dire pour le moment sur donc l'empathie, la sensibilité, mais même les types de sensibilité, pour vous montrer un peu les impacts que ça peut avoir au quotidien dans nos relations, et même parfois ça peut être des rancœurs ou des incompréhensions qu'on a depuis très très longtemps. Donc j'espère que ça vous aura un peu révélé des nœuds, tiré sur des fils, pour comprendre qu'est-ce qui se joue derrière. On peut aller plus loin, mais là, pour l'instant, je pense que c'était assez lourd. Hein.
Et puis j'espère que ça vous aura, surtout pour les personnes à qui ça a parlé, qui ont beaucoup d'empathie, de sensibilité tout court, que ça vous aura permis de vous soulager, d'accepter vos paramètres. Et j'espère que ça peut vous aider à revoir vos positionnements et vos choix en matière de relations. Voilà. Donc merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop lourd, émotionnellement ou intellectuellement, parce que là je pense que j'ai appuyé puis que je suis allée très vite dans des endroits très profonds dans l'inconscient. Laissez ça filtrer, macérer en vous. À la limite, c'est pas grave si vous comprenez pas qu'est-ce que vous pouvez en faire ou comment, mais rien que le fait de pointer les choses, il y a déjà un processus qui s'enclenche dans votre psyché, dans votre corps, etc. La semaine prochaine, on repart sur de l'astrologie. Je voulais à la base parler des signes, hein, mais je vais plutôt commencer avant à vous parler des éléments eau, terre, feu, air, et après vous parler des signes, enfin vous verrez ça. Donc, je vais pas plus loin. Merci beaucoup de votre attention, de votre écoute. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura été clair. Et je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Au fil doré. À la prochaine. Et au passage, je l'ajoute ici et je pense que c'est la première fois que je vous le demande. Donc j'ai un peu peur, j'ai un peu honte et en même temps c'est un peu le jeu. Mais si vous trouvez tout le contenu utile, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut éclairer quelqu'un d'autre, je vous demanderai, si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie, de le partager autour de vous à des personnes spécifiques. Voilà, parce que ça peut potentiellement les aider et que moi, c'est mon but. Le but, c'est pas juste d'avoir des vues, mais de faire en sorte que de plus en plus de gens arrivent à comprendre tous ces mécanismes inconscients et qu'ils essayent de s'en sortir, de guérir et d'arranger leur relation à eux-mêmes, leur image de soi et leur relation aux autres. Voilà, pour que tout le monde aille un peu mieux. Donc je vous remercie d'avance si vous le partagez, ça me ferait plaisir et j'espère que ça aidera les personnes qui ont besoin d'entendre ça. Voilà, merci et à la semaine prochaine. À bientôt.